Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui se rapporte à l'islam. On va essayer de répondre à plusieurs questions qui reviennent incessamment dans les médias. Alors l'islam est-elle compatible dans un monde occidental? L'islam est-il compatible dans une société moderne? De nombreuses questions légitimes qui donc méritent une réponse réfléchie à la hauteur des enjeux civilisationnels futurs. Tout d'abord, disons que ces interrogations trouvent leurs origines dans les nombreuses polémiques en rapport avec des faits divers, de près ou de loin sur la cohabitation de l'islam en Occident. Alors, la solution n'est pas d'éviter ces interrogations, comme le font certains, mais plutôt d'amener des réponses et des solutions à toutes les problématiques de notre quotidien. Il faut apporter des réponses pour combler ce vide causé par les peu d'informations qu'on a sur le sujet et pour ne pas laisser des personnes de tous bords idéologiques amener des fausses réponses et donc d'empirer la situation en Occident. En France, l'existence de l'islam est nouveau. Cela peut expliquer en partie les nombreux problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est une facilité de dire ça, car ce n'est pas la seule raison. L'islam a certes été introduit par des immigrés à partir des années 60. Arrivés pour la plupart, c'était des minorités populaires, donc pauvres. La société française, encore en convalescence suite aux deux grandes guerres, a fait venir ces gens pour relancer son économie, tout d'abord, dans un premier temps, puis dans un second, pour garder ces gens, car il y avait une réelle pression du patronat, l'État français a décidé de mettre en place une politique immigrationniste comme le regroupement familial. Alors, cette poussée de l'immigration nord-africaine et subsaharienne, parce qu'on parle de l'islam, a été souhaitée donc par les pouvoirs occidentaux. Et ça, il ne faut pas se le cacher, il faut vraiment que les les anti-immigration le comprennent, c'est que cela a été souhaité par les pouvoirs occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois qui ont été rédigées, il y a eu des accords entre les pays, et tout ceci a facilité la venue de cette main-d'œuvre étrangère. Ces gens-là étaient vus comme une main-d'œuvre. Donc, pour parler de l'islam, maintenant qu'on a fait cette introduction, il faut comprendre que ces compréhensions vis-à-vis de cette religion, c'est vaste et assez délicat. C'est souvent d'ailleurs ce manque d'information et cette opacité que l'on a autour de l'islam qui crée cette incompréhension dans l'esprit des Occidentaux, plus particulièrement des Français, pardon. Puis lorsque des pseudo-journalistes de gauche ou de droite essaient de combattre, de comprendre ou d'expliquer l'islam, cela contribue à la cacophonie autour de ce sujet. Et donc, de la désinformation volontaire ou pas, car la question de l'islam est compliquée, fragile et complexe. Tout d'abord, il est difficile d'expliquer et de comprendre l'identité islamique, car il n'y a pas d'autorité islamique. Et malgré l'existence d'imams ou de savants légitimes ou bien d'associations islamiques francophones, ces derniers sont faibles et nullement écoutés ou lus par les musulmans de France. Donc, on se trouve là sur une impasse, car la France, dans son histoire chrétienne, la chrétienté a le clergé, un genre de pouvoir politique qui sert à structurer cette dernière. Alors, l'islam, même s'il existe un seul Coran et un seul islam dans les faits, il existe des multitudes d'identités islamiques. Donc, parler d'islam comme d'une chose, comme d'une entité politique, tout comme le clergé et la chrétienté, c'est faire une erreur et c'est faire face surtout à des divergences et à des conflits intellectuels islamiques qui datent de plusieurs siècles. Et cela même entre les musulmans. L'islam d'Occident ne déroge pas à la règle. Et en France, par exemple, la divergence se traduit
par la différence générationnelle en partie. Donc, je vais vous donner un exemple. Les plus âgés, souvent la première génération, souvent nés au pays, donc, ont une pratique de l'islam proche des soufis. Soufis malikites d'Afrique du Nord et d'Afrique noire d'ailleurs. Une pratique soufie héritée par les peuples berbères des générations précédentes. Donc, le soufisme, qui est très mal vu par beaucoup d'autres écoles, n'a pas de structure en soi, malgré la présence de personnalités anciennes respectées qu'on appelle les walis. Les pratiquants plus jeunes, souvent de la seconde ou de la troisième génération, nés jusque dans les années 90, sont plus attirés par le courant wahhabite ou salafi, largement diffusé par les réseaux sociaux au début des années 2000. Déjà, j'aimerais vous faire ouvrir une parenthèse. Je ne fais aucun jugement de valeur et je ne prends parti pour aucun groupe. Je fais juste un constat et je parle des différences qu'il y a dans les mosquées. Alors, le wahhabisme ou le salafisme prend aussi sa source du passé, mais il est bien plus structuré que le soufisme. Et contrairement au soufisme, le salafisme et la wahhabiyya prend ses origines de la péninsule arabique, là où le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, père de cette mouvance donc, s'inspire d'une orthodoxie islamique, se proclamant héritier des pieux prédécesseurs. Donc, la salafiyya du XXe siècle avait plusieurs objectifs. Combattre déjà l'idéologie chiite et renforcer la présence du sunnisme dans le monde musulman pour que dans un second temps, l'Arabie saoudite, qui était donc le berceau de cette mouvance, puisse être vue comme le leader du monde musulman, notamment face à des menaces comme Saddam Hussein ou Khomeini en Iran. Donc, il est intéressant de voir que la salafia, contrairement au soufisme, a été utilisée à des buts politiques. On reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Donc, au-delà de ces deux grandes branches de l'islam français, il existe des minorités géographiques, comme les Afghans, les Pakistanais, les Syriens, qui sont fraîchement venus, exilés de la guerre, où il y a aussi les chiites, quelques communautés chiites ici et là en France, qui rajoutent un peu cette cacophonie ambiante qu'on retrouve souvent dans les mosquées d'ailleurs. Donc, il est intéressant de savoir que, un autre point, il est intéressant de savoir que même parmi les générations proches, parmi les jeunes entre eux, par exemple, il existe des variations et des différents degrés de pratique islamique. Aujourd'hui, les plus jeunes générations baignent beaucoup moins dans l'islam que les générations nées jusque dans les années 90. Car le mode de vie n'est pas du tout le même si nous vivons dans les mêmes pays occidentaux ou pas d'ailleurs. La place gigantesque des réseaux sociaux y est pour beaucoup. Les jeunes nés à partir des années 2000 en la tête dans Instagram, Snapchat, TikTok, c'est qui les laissent loin des actes d'adoration et de prière. Donc ces générations-là ne connaissent pas l'islam et d'ailleurs ne l'ont jamais connu ou très très peu comparé aux autres générations. Et irrémédiablement, ces jeunes gens vont vivre au quotidien un islam différent et ça va se voir dans leur pratique. Donc la différence de pratique et de vision de l'islam est une preuve qu'il n'existe qu'un seul islam. Pardon, il est une preuve qu'il n'existe pas qu'un seul islam, mais plusieurs répondant à des valeurs générationnelles, premièrement, culturelles, deuxièmement, et géographiques. Donc, avant de répondre aux premières questions de savoir si l'islam était compatible en Occident ou dans un monde moderne plus globalement, il serait nécessaire d'unifier l'islam et de parler d'un seul et même islam, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, des pays comme la France, la Grande-Bretagne, ou des pays latins comme l'Espagne, l'Italie, n'ont pas les armes pour s'introduire dans une religion comme l'islam et la changer, ou même la comprendre d'ailleurs. Les intellectuels européens n'ont pas les outils pour comprendre cette religion. Un pays laïque d'histoire chrétienne peut-il pouvoir ou vouloir même réformer une religion comme celle-ci? C'est une contradiction de la nature de certains pays comme la France et l'histoire qu'on a avec la laïcité. Malgré cela, un laxisme serait contre-productif et augmenterait les problématiques, comme cela a été le cas depuis le début de l'immigration. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Les pouvoirs publics et le pouvoir public français, depuis le début, n'a jamais osé intervenir et créer un cadre pour ce qui est des pratiques islamiques.
Souvent, on le voit depuis l'ère Sarkozy, la France a sous-traité cette tâche à des pays sous dictature et à des hommes incompétents dans les associations islamiques francophones. Et tout cela a rajouté encore plus de cacophonie autour de cette religion. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, il est possible de modifier efficacement le comportement d'individus vis-à-vis d'une religion aussi importante soit-elle que l'islam. Donc, la question n'est pas de savoir si l'islam est compatible à la République française, mais est-ce que la République a permis à l'islam de s'agréger à la France comme les réseaux sociaux le font avec les jeunes aujourd'hui? Donc, donc la réponse est non, concrètement non. C'est-à-dire que la France n'a pas pris une grande partie de la vie de ces jeunes. Je comprends votre désarroi par rapport à ce que je vous dis, je comprends vos doutes. Et pour répondre à vos interrogations, il n'y a pas de contradiction. Je sais que vous allez me dire dans les commentaires qu'il y a eu beaucoup de contradictions dans ce que je dis. Même s'il est vrai que les institutions françaises n'ont pas les compétences pour réformer l'islam, et qu'en même temps, un laxisme n'est pas une option viable. D'ailleurs, la véritable problématique de l'islam de France, c'est que l'État n'a ni agi, ni laissé faire. C'est ça le problème. Le gouvernement successif ont aggravé une situation qui était déjà délicate vis-à-vis de l'histoire de l'islam, en empêchant l'assimilation, en facilitant le multiculturalisme, et en facilitant aussi le regroupement d'individus d'une même religion, d'une même ethnie. Tout ça, ça a rajouté un peu plus de problèmes au problème. Certains pourront me dire pourquoi les Polonais ou les Italiens ou les autres Européens qui ont immigré en France ou d'un pays à un autre n'ont pas connu autant de problèmes alors qu'ils habitaient dans ces mêmes quartiers et eux aussi se regroupaient entre ethnies. Alors le constat est juste, mais là où cela est différent, c'est dans le contexte. C'est pas du tout pareil. Alors déjà, c'est pas la même époque, donc il n'y a pas eu les mêmes problématiques sociales. Et là où les premiers immigrés européens étaient des Européens de culture et d'histoire, ces derniers avaient moins besoin d'efforts politiques pour s'assimiler que les derniers arrivés qui, eux, étaient d'un autre monde et d'une autre civilisation. Donc, pour résumer un peu ce que je dis, la France a choisi délibérément de faire venir ces pauvres gens. La France aurait dû prendre, le monde occidental en général, aurait dû prendre ses responsabilités et permettre à ces familles de devenir des Français bruts. Je vois venir une interrogation. Pourquoi ne pas demander de l'aide aux pays musulmans qui, eux, ont l'expérience de cette religion? Il existe d'ailleurs de nombreux pays musulmans amis de l'Occident, comme le Maroc par exemple. Alors, encore une fois, moi je pense que c'est contre-productif. Pourquoi? Car ces pays n'ont aucune légitimité, aucun savoir sur la vie en France. La population française musulmane ne comprendront pas, les Français musulmans ne comprendront pas cette décision si elle est prise un jour. Il faut laisser la possibilité aux musulmans français de pouvoir prendre leurs propres responsabilités. Pourquoi? Car je crains qu'à long terme, une association musulmane française, francophone, européenne, donne trop de pouvoir aux individus à sa tête et donc amène à certaines tensions avec le pouvoir politique français. Un État dans l'État, comme on a pu le voir dans les siècles précédents avec le clergé par exemple. Donc il faut que les musulmans soient des Français à parts entières. Il faut qu'ils soient des citoyens de leur pays à parts entières, pas de privilèges, ni de privation de leurs droits. Pour concrétiser le vivre ensemble, il faut que tous les Français, peu importe leur culture ou leur culte, aient les mêmes chances et les mêmes malchances. Donc, pas de discrimination, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Pour que les musulmans soient des Français comme les autres, il faut les traiter comme des Français lambda, tout simplement. Donc, les solutions sont d'ordre social et économique, car l'islam est entré en France par la petite porte.
L'islam est présent majoritairement dans les milieux populaires. Pour le diluer dans la société française, il faut supprimer toutes les barrières qui freinent cette dilution de l'islam dans la République française. Ça, il faut le comprendre. Pour que les musulmans soient des Français lambda, il faut qu'ils aient la même situation économique que les autres Français. Alors, je vais essayer de répondre à des questions que vous vous posez sûrement. Une autre question, donc pourquoi est-ce que... c'est une question légitime. Nous avons connu des attentats terroristes en France. Donc ça, on va essayer de parler aussi de ce sujet un peu sensible. Depuis des dizaines d'années, commis par des musulmans dans le sens où ils se réclamaient comme tels, on ne va pas se le cacher. Donc, certains Français pourront me dire comment vivre en paix avec des personnes qui vous souhaitent la mort. Donc c'est une question légitime de quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet. Alors, pour commencer, il faut comprendre et connaître qui sont ces criminels, qui se proclament musulmans d'ailleurs. Alors, est-ce qu'ils ont une appellation spéciale? Oui, dans les médias, et c'est ce qui va plus vous parler, on les appelle des islamistes, des extrémistes, des djihadistes. Sur le terme islamiste, alors, qu'est-ce qu'un islamiste? Certains diront que c'est l'islam et qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Et moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je pense que c'est totalement différent. Je vais vous l'expliquer pourquoi. J'aimerais vous donner ma définition personnelle de l'islamisme. Donc, pour moi, le mot, déjà pour commencer, le mot islamiste n'existe pas dans la langue arabe. Je défie n'importe qui de me sortir la définition exacte du mot islamiste. De plus, je n'aime pas ce terme islamiste car il ne correspond pas aux personnes qui le désignent. Mais pour ne pas vous perdre, et je vais continuer à l'utiliser, on va continuer à l'utiliser dans la vidéo pour savoir de qui on parle, sinon si on va commencer à s'inventer des termes, je vais vous perdre. Alors, revenons sur le premier point, et l'absence du mot islamiste en arabe. Déjà, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'islamistes dans le monde musulman, mais que ce mot n'est pas assez précis pour pouvoir l'utiliser. Il est trop vague. Ça rajoute encore de l'incompréhension dans l'esprit des gens qui veulent comprendre le pourquoi du comment. Même les gens de bonne foi. L'islamisme, il faut comprendre que l'islamisme, c'est un outil utilisé par des individus de toute époque pour manipuler, pour influencer l'opinion publique musulmane. Ce n'est rien que du populisme. C'est un outil rhétorique, un outil politique de manipulation de masse. D'ailleurs, l'islamisme, à ses débuts, n'était hostile qu'aux dirigeants musulmans, car ils étaient vus comme de mauvais musulmans, d'après les personnes qui utilisaient ces outils. On ne sait pas si je ne veux pas dire non plus si c'était vrai ou pas, donc véritablement de mauvais musulmans, mais ainsi les islamistes les définissaient ainsi pour pouvoir les décrédibiliser devant l'opinion publique musulmane et enfin devenir, comme on dit, calife à la place du calife. Donc l'islamisme, c'est un outil politique. Alors ce point est crucial pour comprendre qu'est-ce qu'un islamiste, mais qui sont ces terroristes. L'islamisme est étroitement lié à l'opinion publique musulmane. C'est sa substance avec laquelle il se nourrit et existe. Qu'on soit d'accord. Ces islamistes ne prenaient pas position contre leurs dirigeants que pour leur prendre leur place et nullement pour combattre l'injustice dont faisaient preuve ces mêmes dirigeants. C'était des hypocrites. Leur objectif, c'était de prendre leur place. Ils s'en foutaient complètement de l'injustice. Pour preuve, à chaque fois que ces islamistes de toute époque sont arrivés au pouvoir, ils ont échoué économiquement dans l'histoire et fait pire que leurs prédécesseurs. Donc, l'islamisme, pour résumer, est un outil de propagande pour prendre le pouvoir. L'islam, quant à lui, n'est qu'un prétexte et un bon moyen pour parler aux masses, au peuple, et pour s'attirer sa ferveur. L'islamisme n'est donc qu'une arme. L'islamisme n'est donc qu'une arme utilisée par des individus pour prendre le pouvoir ou pour imposer leur pouvoir à d'autres individus.
cela n'a rien d'islamique dans le sens spirituel du terme. L'islamisme ne nous vise pas à nous connecter à Dieu ou à augmenter notre foi, mais juste à renverser un ordre politique établi par un autre. L'islam, quant à lui, n'est pas de ce monde, pour revenir à une référence chrétienne. En islam, le monde n'est qu'une étape de notre existence. Importante certes, mais éphémère et courte. Ce moment terrestre que l'on passe doit se faire dans les meilleures conditions possibles pour l'humanité. C'est pour cela que Dieu inspire ses prophètes et guide les croyants. Donc, l'islam, contrairement à l'islamisme, est une voie à suivre pour l'au-delà et la vie éternelle. L'islamisme est une voie à suivre pour le monde d'ici-bas et pour détenir le pouvoir. J'espère que vous comprenez un peu la différence. L'islam ordonne l'ordre dans la société. L'islamisme impose le désordre et se nourrit de la souffrance des peuples. D'un point de vue théologique, l'islamisme est le contraire de l'islam. Voilà. Donc, excusez mon manque de savoir islamique, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Il est vrai que je suis loin d'être un théologien ou un imam, mais il était nécessaire d'aller au bout du raisonnement dogmatique et de comparer l'islam et l'islamisme, parce que je trouve que ce sujet augmente la cacophonie qu'il y a déjà aujourd'hui, et en plus de la complexité de l'islam, en plus de la complexité de l'islam et de la mauvaise accueil faite par les différents gouvernements français, il existe un dernier point relevant de l'origine de ces immigrés. Alors, je vais ouvrir un autre point pour comprendre un peu, j'espère que vous allez me suivre. Pour la plupart, ces immigrés donc musulmans, pour la plupart, sont originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, donc des nouveaux États post-coloniaux, sans réel sentiment d'appartenance nationale. Ces États historiquement tribaux n'ont centralisé leur pouvoir qu'au milieu du XXe siècle avec l'appui de la France et des Occidentaux. Cela est problématique car ils n'ont pas la culture de la nation centralisée, comme en Occident. Donc l'abandon de soi au profit de la patrie, la solidarité nationale, le sacrifice pour la nation et le sentiment d'appartenance à une nation plus grande que soi sont des sentiments totalement absents dans le monde musulman, et africain d'ailleurs. Donc ça va rajouter un peu plus de faits divers, d'incivilité. Les gens, déjà qui ne comprennent pas ce que c'est l'islam, un peu les nuances, vont commencer à tout mélanger, ça va empirer la situation. Donc, cet effacement personnel au profit de la nation est une notion inconnue pour ces populations nouvellement modernisées. Ce n'est pas en 50 ou en 100 ans qu'on apprend la modernité, la nation, le concept de nation, surtout pour une population qui est, pour la plupart, analphabète. Je parle de la première génération venue en France. Donc, pour une partie de ces immigrés et descendants d'immigrés, l'amour du pays d'origine ne se traduit en réalité que par la détestation de la France. Car la seule histoire que l'on connaît de notre pays, c'est la colonisation, la décolonisation, etc., etc. Donc, ainsi, nous avons là 3 points qui posent en France problème entre l'islam et l'Occident. Premièrement, les inégalités sociales présentes dans les milieux musulmans. Deuxièmement, l'incompréhension de l'islam des citoyens. Et troisièmement, la mauvaise gestion de l'accueil. Et enfin, quatrièmement, l'absence de sentiment d'appartenance nationale. Donc on avait 4 points, pardon. Donc les solutions doivent aller dans le sens de l'intérêt du peuple et des nations. Il faut empêcher l'isolement identitaire et combattre les extrémismes. Les pays d'Afrique doivent aussi revoir leur modèle social et proposer à leur peuple une meilleure alternative pour leur futur. Une meilleure alternative que la traversée de la Méditerranée, par exemple, qui est une réelle catastrophe humanitaire. Pour ce qui est de l'appartenance nationale, le dernier point qu'on a vu ensemble, la décadence de l'Occident n'aide pas grandement.
Je vais m'expliquer. Pour pouvoir donner envie à ces immigrés d'aimer leur pays, d'aimer la France par exemple, il est obligatoire pour ces pays de construire une nouvelle image et de renforcer la fierté de leur histoire pour pouvoir transmettre leur héritage à leurs enfants, peu importe leur religion ou leurs origines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais je pense que j'ai été un minimum clair. C'est un sujet très important, donc j'ai mis du temps à réfléchir à ce sujet, à trouver les réponses. Et malgré cette vidéo, je pense qu'il y a plein d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, donc je ferai d'autres vidéos. Je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine fois. Merci.